Salut tout le monde et bienvenue pour l'actu politique de la semaine, même si ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et que la semaine dernière on n'a pas vraiment fait l'actu politique de la semaine, mais c'est pas grave, on repart sur des bonnes bases et pour nous donner du courage, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de trois grands sujets. D'abord, le rapport sur l'école privée de Paul Vannier et aussi en lien avec ça, le sujet de la lutte dans le collège sur les groupes de niveau. C'est pas vraiment en lien en réalité, mais ça tombe en même temps et du coup il y a des liens assez évidents à faire entre les deux. Ça c'est mon premier sujet. Mon deuxième sujet, c'est les frappes attribuées à Israël. Alors pour l'instant il y a un doute sur ces frappes, mais qui auraient frappé la Syrie et une ambassade iranienne en Syrie. Donc ça fait un gros cocktail d'embrasement de la situation au Moyen-Orient. Et enfin, je vais vous parler de l'élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal et du fait qu'il a nommé Ousmane Sonko Premier ministre. C'est la fin de plusieurs péripéties politiques au Sénégal et le début d'un nouveau moment politique pour ce pays et je voulais vous en dire quelques mots. Voilà le programme de cette actu politique de la semaine et on commence sans plus attendre. Alors je commence tout de suite avec mon premier sujet, ce rapport de Paul Vannier et Christopher Weisberg sur l'école privée et plus exactement sur le financement de l'école privée. Ce rapport, il a été pensé il y a quelques mois maintenant, puisque Paul Vannier l'avait proposé dès juin 2023. Il y a eu un travail qui a été assez long, un travail d'audition dans le cadre d'une mission d'information. Et à la fin de cette mission d'information, le rapport est rendu. Une mission d'information, c'est un rapport sur lequel des députés travaillent en profondeur, en faisant des déplacements, en faisant des auditions, et où ensuite ils remettent un rapport pour éclairer la représentation nationale sur un sujet bien précis. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de mener une mission d'information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et évidemment, quand on sortira le rapport, je vous en ferai état sur cette chaîne YouTube et plus largement, je communiquerai assez largement dessus parce que c'est un sujet qui est un sujet majeur. Donc là, on arrive au bout du travail de Paul Vannier, qui est un député de la France Insoumise, et de Christopher Weisberg, qui est un député Renaissance, et ils ont remis leur rapport à la représentation nationale. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Eh bien, justement, des enseignements très intéressants. D'abord, le fait qu'on est incapable de savoir combien exactement d'argent public on donne chaque année à l'école privée. Alors il y a un chiffre, c'est le chiffre du budget de l'État, on est autour de 9 milliards d'euros, mais il y a en plus de ça les collectivités territoriales qui donnent de l'argent. Par exemple, là récemment, la région Île-de-France a décidé de donner 1 million d'euros au lycée Stanislas, donc vous voyez que de l'argent, il y en a pour le collège Stanislas, de toute évidence, mais d'une manière générale, on ne sait pas dire combien les collectivités territoriales donnent d'argent. Et donc, du coup, on évalue à entre 10 et 12 milliards l'argent public qui est donné chaque année aux écoles privées. Alors déjà, premier problème, personne n'est capable de donner le montant. Deuxième problème, les contrôles ne sont pas faits. C'est-à-dire que normalement, quand vous êtes l'État et que vous passez des contrats avec l'école privée, vous devez faire des contrôles, on appelle ça des audits, pour vérifier ce qui est fait de votre argent, est-ce que l'école respecte le contrat d'engagement qu'elle a avec l'État, etc., etc. Bah là, au rythme où c'est fait à l'heure actuelle, pour voir les 7500 établissements qui sont sous contrat entre l'État et les écoles privées, il faudrait, accrochez-vous, 1500 ans pour faire l'intégralité des audits, pour voir comment est utilisé l'argent public. C'est un énorme problème, pour une raison, c'est que ce non-contrôle, cette absence de contrôle, fait qu'on a des très grosses suspicions de fraude sur ces écoles privées, de fraude d'argent public, en gros de l'argent public qui part dans des endroits où il n'est pas censé partir. Alors, quelles peuvent être ces fraudes? Eh bien, il y en a plusieurs. Moi, il y en a deux que j'ai retenues comme étant les plus importantes. La première, c'est qu'il y aurait des heures qui sont facturées à l'État, mais qui ne sont pas réellement données. C'est-à-dire, l'école privée dit, bah, moi, je vais faire 20 heures de cours d'histoire, donc l'État doit me payer 20 heures de cours d'histoire. Oui, sauf qu'en fait, ils n'ont pas lieu. Donc voilà, ça c'est le premier problème, première fraude possible. Et la deuxième, c'est qu'il y a une suspicion que ces écoles privées se constituent des patrimoines privés, et notamment des patrimoines immobiliers, en utilisant de l'argent public, ce qui là encore est interdit par la loi. Donc vous voyez, il y a des problèmes qui sont associés à ça. Et puis enfin, il y a des problèmes plus larges qui existent dans la manière dont ces écoles privées sont gérées, et notamment le respect des lois de la République. Par exemple, il peut y avoir des atteintes à la laïcité. Alors vous allez peut-être vous dire, c'est bizarre, parce que c'est des écoles privées qui souvent sont confessionnelles, donc c'est logique d'une certaine manière que la religion soit présente dans ce cadre-là. Oui, mais sauf que non, les écoles privées
même si elles ont un caractère religieux, mais qui sont sous contrat avec l'État, elles doivent respecter un certain nombre de règles. Bah, c'est normal, c'est les règles de la République. Elles s'appliquent à tout le monde, et y compris du coup les règles de la laïcité. Bah là, on ne sait pas, il y a des doutes sur le sujet. Il y a aussi des doutes sur le fait qu'il n'y ait pas de discrimination justement en fonction de la religion. Et ça, c'est le cas notamment dans un rapport de l'inspection générale qui a été donné, sur Stanislas, sur les établissements Stanislas. Justement, là, ils disent qu'il y a de la discrimination. Et puis enfin, il y a d'autres règles, par exemple, qui sont obligées d'être respectées, comme le fait qu'il ne doit pas y avoir des classes non mixtes. C'est-à-dire des classes avec que des garçons ou que des filles. Bah ça existe au lycée Stanislas. Là encore, c'est le rapport de l'inspection générale qui le dit. Et c'est pas normal non plus. Et puis enfin, dernier point. Ça, c'est un des points les plus intéressants du rapport, mais en même temps les plus difficiles à évaluer si on n'y met pas les moyens justement pour faire de l'évaluation. C'est la concentration petit à petit des classes favorisées dans les écoles privées et le délaissement petit à petit des écoles publiques par ces classes sociales favorisées. Parce que quand je dis classe, on aurait pu penser que je parlais des classes de classe, mais non, des classes sociales. Donc les classes sociales plus favorisées vont davantage dans les écoles privées. Les écoles privées regroupent de plus en plus des classes sociales favorisées. Comme ça, en quelques années, on est passé de 30% d'élèves des classes sociales supérieures, dites supérieures, c'est-à-dire les plus riches, à 40% dans les écoles privées. Donc vous voyez, paf, il y a de plus en plus de riches, enfin pas forcément de riches, mais de classes sociales favorisées et de moins en moins de classes populaires. Et du coup, effet induit aussi par cette logique-là, eh bien, parfois, l'idée que ceux qui sont des classes sociales les plus défavorisées et qui parfois ont aussi moins de réussite scolaire, peuvent être virés comme ça de l'établissement scolaire. Et ça, c'est le dernier point aussi qui m'intéresse, parce que il y a l'idée dans les écoles privées que vous devez avoir des très bons résultats pour tout ce qui est examen. Donc comme vous voulez avoir des bons résultats pour les examens, si vous voyez que vous avez des élèves qui sont un peu en dessous du niveau, plutôt que de les accompagner vers la réussite, eh ben, les écoles privées, parfois, elles peuvent virer les gens purement et simplement en disant bah non mais celui-là il n'a pas le niveau donc on le vire. Sauf que ça non plus, ça ne respecte pas les règles des contrats d'engagement entre l'État et les écoles privées. Et justement, par exemple, une des propositions de Paul Vannier sur ce sujet, donc le député La France Insoumise qui a co-signé ce rapport, c'est qu'on mette un malus aux écoles privées qui ne respectent pas cet engagement-là et qu'en gros, quand tu vires quelqu'un comme ça sans raison, c'est-à-dire en fonction de son niveau, eh ben, il y a un malus de 10 000 € que ces écoles privées doivent payer 10 000 € de malus quand elle vire quelqu'un en raison de son niveau scolaire plutôt que de l'accompagner vers la réussite scolaire. Voilà un peu ce que donne ce rapport. Je vous ai donné les grandes lignes de ce rapport. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir par vous-même. Il est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Et puis vous pouvez retrouver assez facilement des résumés, notamment sur les comptes Twitter de Paul Vannier. Vous pouvez aller regarder ça, on vous mettra le lien en description et en commentaire épinglé. Mais je trouve ce rapport très intéressant. Et autre chose qui est intéressant dans ce rapport, c'est que donc il y a un insoumis, Paul Vannier, et un député Renaissance, qui est donc Christopher Weisberg, et les deux sont d'accord sur les constats. Tous les deux, ils disent ouais, il y a un problème avec la manière dont l'État regarde, il y a un problème avec le financement, etc., etc. Et après, chacun fait des propositions. Alors, il y a des fois des propositions communes, des fois des propositions qui sont que celles de Christopher Weisberg, des fois des propositions qui sont que celles de Paul Vannier. Mais justement, ça vous permet à vous, citoyens, d'aller regarder ça et de vous faire votre propre opinion sur ce qu'il faudrait faire pour régler ces questions dans l'école privée. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un deuxième point en ce moment autour des questions scolaires, c'est qu'il y a une réforme du collège qui est voulue par Gabriel Attal sur ce qu'ils appellent les groupes de niveau et parfois ils disent groupes de besoins. Mais il ne faut pas mentir, c'est des groupes de niveau qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que dans une classe au collège, ce qu'ils veulent faire, c'est dire qu'il y a un groupe des moins bons et un groupe des meilleurs. Le groupe des moins bons, ils appellent ça, ils disent le groupe de besoins, ils disent ceux qui ont le plus de besoins, mais la réalité, c'est que les élèves du collège qui commencent déjà à parler de ça, et même les professeurs entre eux qui commencent à parler de ça, ils appellent ça le groupe des nuls et le groupe des bons. Et c'est assez évident que c'est l'appellation qui va venir assez naturellement. Donc vous imaginez, vous êtes collégien, vous arrivez en 6e, boum, vous êtes catégorisé direct, vous êtes nul. Et ça va vous aider normalement à réussir. Parce que c'est ça l'objectif affiché de cette loi-là, c'est que les nuls, on va appeler ça comme ça, donc les nuls, ils sont censés avoir plus de besoins, c'est pour ça qu'on appelle ça les groupes de besoins quand on est Gabriel Attal, et donc comme ils ont plus de besoins, on va faire des plus petits groupes, et on va leur mettre plus de moyens, c'est-à-dire plus d'enseignement en plus petits groupes resserrés, et donc en théorie, ça va les tirer vers le haut. Sauf que ça, c'est pas vrai du tout.
Ça n'est pas vrai du tout, ça ne marche pas et les professeurs eux-mêmes le disent. Ce qui tire vers le haut, et y compris les bons élèves, ce qui tire vers le haut, c'est le fait d'avoir des classes dites hétérogènes, c'est-à-dire des classes mélangées avec certains qui sont plutôt bons dans une matière et parfois pas forcément bons dans une autre, ou qui sont bons partout, et puis des élèves qui sont parfois un peu mauvais dans une matière ou qui ont des assez mauvaises notes un peu partout. Et tout ça tire l'ensemble du groupe vers le haut, y compris les bons élèves, parce que les bons élèves du coup expliquent à ceux qui n'ont pas forcément compris. Et ça fait de l'émulation intellectuelle qui tire les élèves vers le haut. Le problème, s'il devait y en avoir un à régler dans le nombre d'élèves par classe, en fait, c'est un problème global. C'est-à-dire, effectivement, il y a un truc qu'il faudrait faire, c'est diminuer le nombre d'élèves par classe, mais dans l'ensemble des classes, pas juste à l'intérieur d'une classe, faire des groupes de niveau, etc. Donc ça, c'est la réforme telle qu'elle se présente. Évidemment, les profs ne sont pas du tout d'accord pour mettre en place cette réforme, non pas parce qu'ils auraient peur du changement ou je ne sais quoi, mais parce qu'ils considèrent que c'est une réforme qui va être inefficace, qu'en plus, pour mettre en place ces groupes de niveau, on leur sucre un certain nombre d'heures qui permettaient de faire d'autres choses, et comme par exemple d'ailleurs la lutte contre le harcèlement à l'école, et ça c'est le non-dit de ce que fait le gouvernement, mais le gouvernement est en train en fait de concentrer des heures sur certaines matières, de libérer du coup d'autres heures de cours qui ne seront pas données, et dans ces cours-là, qui sont des cours jugés maintenant annexes, il y a notamment la lutte contre le harcèlement scolaire. Et figurez-vous que le gouvernement en fait une priorité dans l'affichage, mais que quand ils mettent en place des réformes comme celle-ci, l'impact très concret, c'est qu'il n'y aura pas cette lutte contre le harcèlement scolaire qui sera faite sur le terrain. Et ça, c'est les enseignants d'un collège de ma circonscription qui me l'ont dit, en fait de 2 collèges de ma circonscription qui me l'ont dit lorsque je me suis rendu à leur côté sur une grève, et on vous passera aussi des petites photos de ce rassemblement. Donc ça, c'est l'aspect, ce que ça va provoquer dans le collège. Mais attendez, moi je veux vous expliquer la vraie logique qui est derrière cette réforme pour vous convaincre du fait qu'il faut s'engager pour lutter contre cette réforme. Parce que l'un des principaux problèmes, pourquoi je vous en parle et pourquoi j'essaye de vous convaincre que c'est important de se mobiliser sur ce sujet, c'est que quand on en parle, tout le monde est contre. Personne n'est d'accord avec ces groupes de niveau. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas assez de gens qui sont informés sur cette réforme et qui n'en maîtrisent pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, raison pour laquelle j'essaye d'informer. Et j'étais dans une assemblée générale des professeurs de l'Essonne il y a quelques jours, juste avant la manifestation qu'ils faisaient à Paris. Et justement, leur principal enjeu aux enseignants et aux parents d'élèves, c'est d'informer, parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qui se passe avec cette réforme, il se dit non, mais moi vraiment je n'en veux pas, et donc ils entrent dans la lutte. Et le but du jeu là, vu qu'il va y avoir une période de vacances en Île-de-France, le but du jeu dans la période des vacances, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui comprennent. Donc, quel est l'objectif final de cette loi? C'est de faire en sorte que des jeunes collégiens sortent du collège et du système scolaire sans qualification, avec des qualifications très faibles. Pourquoi? Pour aller grossir la masse des gens qui sont en recherche d'emploi sans qualification et qui, du coup, seront demandeurs d'emploi avec des niveaux d'exigence salariale et des niveaux d'exigence de formation de qualité de l'emploi qui sont très abaissés par rapport à ceux qui sortent avec des qualifications. Oui, je l'affirme, c'est ça l'objectif de cette réforme, faire sortir des jeunes de 16 ans sans avoir les diplômes qui sont assortis avec le fait que vous puissiez passer le bac ou entrer en lycée professionnel ou en lycée général et puis ensuite éventuellement aller à l'université ou dans des grandes écoles. C'est ça leur objectif et je fais le lien très directement avec la réforme de l'assurance chômage, mais je vous en parlerai dans un petit instant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que donc on aurait des groupes de niveau. Vous êtes en 6e dans le groupe des nuls, vous êtes en 5e toujours dans le groupe des nuls, 4e groupe des nuls, 3e groupe des nuls. Là vous arrivez au moment où normalement vous êtes censé entrer au lycée. Vous avez 15 ans, vous êtes censé entrer au lycée et l'école est gratuite, laïque et obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc il vous reste 1 an qui vous sépare du fait que vous puissiez quitter l'école parce que vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'avez pas le niveau, etc. Vous savez toutes les histoires qu'on vous raconte sur le sujet quand vous êtes justement dans ces situations-là. Eh bien, ce que dit le gouvernement, c'est qu'ils vont faire ce qu'ils appellent des prépas secondes. Les prépas secondes, c'est pour les gens qui n'auront pas tout à fait le niveau pour entrer en seconde, mais on va leur faire une prépa seconde. Alors on comprend pas bien d'ailleurs si c'est au collège ou si c'est au lycée, mais on va faire une prépa seconde pour qu'ils puissent accéder à la seconde. La vérité, c'est que ces prépas secondes, ça a pour objectif de faire 1 an de plus dans l'école, et puis ensuite, il y en a une petite partie qui réussira, et la masse des autres ne réussira pas et sera sortie
du système scolaire. C'est ça l'objectif de ce gouvernement. Mais attendez, c'est pas fini, parce que ces prépas secondes, moi je vous fais le pari qu'ils veulent mettre ici un marché. C'est-à-dire que ça soit ni fait à l'intérieur du collège, ni fait à l'intérieur du lycée, ou bien en partie, mais qu'il puisse y avoir des compléments, vous voyez, qui seraient faits par des entreprises privées pour faire des prépas secondes vraiment réussis qui permettent d'accéder en seconde. Et là, poum, vous avez ouvert un marché de l'éducation sur cette tranche-là de l'enseignement. Mais du coup, ceux qui sortiraient du système scolaire à ce moment-là, c'est-à-dire à 16 ans, ils ont fait la prépa seconde, ils n'arrivent pas à rentrer en seconde, ils ont atteint l'âge de 16 ans, pouf, ils sortent du système scolaire. Et voilà, une main-d'œuvre disponible pour le patronat, bon marché, puisque moins formé. Et toutes les étapes d'après sont en chaîne, puisque ensuite vous avez Parcoursup, qui augmente encore le tri à l'entrée à l'université. Puis vous avez Parcoursup Master et EU étudiant pour l'entrée en M1 et en M2. Donc vous avez un tri à chaque étape qui permet de faire sortir des gens du système scolaire. Or, c'est la logique inverse qui devrait être appliquée. Justement, la logique dans la France républicaine, c'est vous former le plus possible les gens pour deux raisons. D'abord, parce que c'est bien pour eux. Ça fait des bons citoyens quand les gens ils sont bien formés intellectuellement. Ça leur donne des meilleurs niveaux d'éducation et donc de capacité productive, intellectuelle, etc. Donc ça leur donne aussi droit à des meilleurs salaires et c'est positif globalement pour la société parce que ça fait aussi des gens qui, étant formés, vont peut-être inventer des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on fait de l'avancée en sciences, en recherche, en ingénierie, etc., etc. Vous voyez, faire des études, c'est ultra positif. Moi, il y a une formule que j'aime bien, c'est le savoir, c'est comme l'amour, c'est les deux matières que plus on en donne, plus on en a. Je trouve ça fantastique et je trouve que ça marche très bien. Le savoir et l'amour, c'est vrai, plus vous le partagez, et ben plus vous en avez. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça, donc autant en profiter. Et ben, à l'autre bout de la chaîne, la réforme de l'assurance chômage, c'est aussi un objectif qui va dans le même sens. Pourquoi ? L'assurance chômage, c'est quelque chose qu'on donne aux travailleurs en se disant, si jamais vous vous retrouvez sans emploi, vous avez un matelas, vous avez une sécurité qui va vous permettre d'attendre le temps de retrouver un emploi qui correspond à vos qualifications, à votre niveau d'exigence salariale, etc., etc. Si on enlève ça c'est l'idée des libéraux, oui, du travail, on en trouve partout. Je vous dis tout de suite que cette idée est fausse parce qu'il y a 22 demandeurs d'emploi pour un emploi disponible en France. Okay, on est à 5,3 millions de chômeurs pour 400 000 emplois disponibles à l'heure actuelle là dans le pays. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas assez d'emplois pour l'ensemble des chômeurs. Donc du coup, le chômage, c'est une protection qui vous permet, en attendant d'avoir trouvé un emploi qui correspond à vos qualifications, ou d'avoir créé une entreprise, ou d'avoir fait votre propre activité, d'avoir un matelas qui vous protège. Parce que si vous n'avez pas le matelas, qu'est-ce qui se passe ? Vous tirez la langue, vous n'avez rien du tout. Donc vous êtes prêt à prendre n'importe quel emploi alimentaire pour joindre les deux bouts et payer, je ne sais pas, l'emprunt si vous en avez un, la voiture, la crèche du petit, etc., etc., pour faire les dépenses qui sont les dépenses actuelles que vous avez quand vous étiez en emploi. Donc du coup, si vous perdez ce matelas-là, vous êtes prêt à prendre des emplois peu qualifiés, pas bien payés, avec des mauvaises conditions de travail. Et donc du coup, qui est-ce que ça défavorise au final ? Ça vous défavorise, vous, chômeurs, ça c'est un problème principal, mais ça défavorise aussi les salariés. Parce que du coup, le patron, avec les salariés, il peut dire attends Michel, tu veux pas travailler 4 heures de plus avec pas d'augmentation de salaire ? Écoute, il y en a 12 000 qui sont d'accord pour prendre ton emploi et être payé 500 € de moins que toi. Donc vraiment, tu veux m'embêter avec tes revendications salariales ? Tu veux une augmentation vraiment ? T'es sûr, hein, Michel ? Et comme ça, vous avez une pression qui peut être exercée sur les salariés pour limiter leurs exigences salariales, pour limiter leurs exigences de conditions de travail et pour faire en sorte que vous fassiez la pression à la baisse sur les salaires. Donc chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut s'en prendre à l'assurance chômage, c'est quelqu'un qui veut s'en prendre évidemment aux droits des chômeurs et aux droits des personnes qui sont sans activité, mais aussi aux personnes qui sont en activité. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tous les gens qui vous disent « oui, les profiteurs du système qui ne travaillent pas mais qui sont payés, etc., etc. », ce sont des menteurs, ce sont des gens qui veulent faire les poches, y compris aux salariés. Parce que les premières victimes de ça, c'est les salariés. Donc Le Pen, par exemple, quand elle dit ça, elle ne défend pas les salariés. Quand elle s'en prend aux profiteurs, aux chômeurs, à ceux qui profiteraient du système, comment ils appellent ça, les assistés, quand elle parle des assistés, elle s'en prend en réalité aux droits des salariés. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez les deux bouts de la chaîne qui se tiennent. D'un côté, on s'en prend aux chômeurs, comme ça on fait la pression sur les salariés. Et de l'autre, on fait rentrer de la main-d'œuvre bon marché, mal formée, à 16 ans ou 18 ans,
pour alimenter le monde de l'entreprise et de la grande entreprise qui a besoin comme ça de gens qui sont peu qualifiés, peu revendicatifs sur les conditions de travail et sur les salaires. Et vous voyez le système Macron qui se met en place sur la question du travail de cette manière-là. Raison pour laquelle il faut lutter contre ces deux réformes qui arrivent, celle du chômage et celle du collège. Et voilà pourquoi je voulais vous en parler et vous inviter à lutter contre ces réformes. Je fais très vite sur mes deux derniers sujets, juste pour m'assurer que vous ayez eu l'info. Le premier, c'est donc cette frappe attribuée à Israël. Pour l'instant, je mets des gros guillemets, précautions, warning, etc. Parce que pour l'instant, c'est attribué à Israël. Donc une frappe qui aurait eu lieu sur un consulat iranien en Syrie. Et là, vraiment, il y a un risque majeur d'embrasement. Parce que vous avez vu donc la guerre dans la bande de Gaza continue, que Israël n'écoute rien, des demandes de cessez-le-feu, qu'ils ont l'air décidés à faire une opération à Rafah, qui est donc dans le sud de la bande de Gaza, que par-dessus le marché, ils ont fait déjà des frappes au Liban, donc dans la partie sud-est du Liban, en disant qu'ils visaient le Hezbollah, que donc ils ont franchi d'une certaine manière une frontière par ces frappes-là. Mais alors là, maintenant, c'est deux d'un coup, puisque c'est à la fois la Syrie, puisque c'est en Syrie qu'auraient lieu ces frappes, et c'est sur un consulat iranien, en frappant des Iraniens à l'intérieur de ce consulat. Donc là, c'est un nouveau pays encore, et en plus, pas n'importe lequel, l'Iran, qui pourrait être concerné désormais par ce conflit. Donc moi, je mets des gros warnings, parce que pour l'instant, l'information n'est pas confirmée, même s'il y a quand même plusieurs sources qui vont dans ce sens-là. Mais vraiment, ça donne l'impression, de toute façon c'est le cas pour le Liban, et ça pour le coup c'est confirmé, mais ça donne l'impression qu'Israël se fiche du fait qu'il y ait un embrasement général de la région. Et c'est même à se demander si ce n'est pas ce qu'ils cherchent pour essayer de faire entrer d'autres belligérants dans la guerre, pour ensuite devoir demander une aide extérieure, un appui extérieur. Et on sait que des pays comme les États-Unis, par exemple, même si là, ils freinent des cas de fer, mais pourraient être assez favorables à, en tout cas, un soutien appuyé sur le plan militaire. Tout ça est très inquiétant et je tenais juste à vous signaler ces éléments-là parce que peut-être qu'on va en parler dans les semaines à venir, mais il faut, dans ce genre de moment, essayer de repérer ce qui se passe pour ne manquer aucune information parce que c'est des situations qui peuvent s'embraser extrêmement vite. Le dernier sujet dont je veux vous parler, c'est plutôt pour féliciter les Sénégalais qui m'écouteraient à cet instant, hein, parce que vous sortez d'une période électorale un petit peu compliquée. Donc, il y avait au pouvoir le président Macky Sall qui a repoussé les élections présidentielles qui étaient prévues normalement, si je ne dis pas de bêtises, en février dernier. Ces élections ont donc été repoussées. Les opposants au président Macky Sall étaient en prison, donc Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko en prison. Difficile quand même pour mener campagne. Et en dépit de tout ça, en dépit de tous les bâtons dans les roues qui ont été mis, que ce soit des bâtons constitutionnels avec les décisions du Conseil constitutionnel pour essayer d'empêcher l'élection, que ce soit des décisions, pour le coup, on appelle ça du lawfare, c'est-à-dire l'utilisation de la justice pour essayer d'empêcher des opposants politiques de faire campagne. Eh bien, en dépit de tout ça, Diomaye Faye a été élu président de la République sénégalaise et il a nommé comme Premier ministre Ousmane Sonko, qui était donc le principal opposant au président en exercice Macky Sall. C'est une bonne nouvelle parce que cela veut dire, et c'est aussi une nouvelle pour mes compatriotes, hein. Moi je le dis, mais c'est le signe que quand il y a des mobilisations populaires électorales, des mobilisations populaires dans le cadre de la démocratie électorale, eh ben, il peut y avoir des profonds changements politiques qui ont lieu. Alors, évidemment, le problème, c'est toujours le même. C'est est-ce qu'on a confiance dans les institutions, est-ce qu'on a confiance dans le système électoral et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller voter ou non si on n'a pas confiance dans les institutions. Ben, je le dis à mes compatriotes, les Sénégalais, il y en a plein qui n'avaient plus confiance dans les institutions de leur pays. Et pourtant, ils sont allés voter massivement pour qu'il y ait un changement démocratique qui ait lieu au Sénégal. Et c'est ce qui s'est produit parce qu'en dépit du fait que les opposants étaient en prison, ce qui est quand même pas facile, hein, vraiment pas facile pour mener campagne, eh bien l'élection a quand même été gagnée à 54%. Donc il y a un changement qui est en train d'avoir lieu. Et moi déjà, je vous félicite pour ce changement démocratique qui est en cours au Sénégal depuis la France. Mais aussi, je vous dis bravo, mais aussi merci. Parce que ça peut donner des idées à mes compatriotes en France en se disant que finalement,
se mobiliser dans les urnes, se mobiliser électoralement, s'engager pour changer les choses dans son pays en passant par ce que nous on appelle une révolution citoyenne, c'est-à-dire une révolution par les urnes, eh ben ça a du sens, ça peut fonctionner et ça peut avoir de grands succès. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite au peuple sénégalais. Bravo, merci, parce que ça nous donne une bonne leçon aussi sur ce qu'on pourrait faire en France si on se saisissait assez nombreux des bulletins de vote, quelle que soit l'élection qu'on a devant nous. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Et je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que nous, ça nous est toujours très utile avec mon équipe, ça nous fait bien plaisir et ça nous donne de l'énergie pour continuer à faire ces vidéos. Voilà, à la semaine prochaine, j'espère. On verra si on a le temps, mais en tout cas, sans doute, à la semaine prochaine. Salut tout le monde!